Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Make in Real. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir un profil atypique qui s'appelle Claude Zimo. Bienvenue Claude, bonjour. Bonjour Monsieur Thierry, enchanté pour Sans cette toutefois opportunité. tarder, nous allons entrer dans le vif de notre entretien. L'entretien sera structuré sur plusieurs plans. On aura 4 plans principalement et un dernier plan pour la conclusion. Bon, le plan est le suivant. Donc, dans un premier temps, tu vas t'introduire. Ensuite, tu vas nous parler de ton parcours académique et scientifique. Dans la partie suivante, tu vas nous parler de l'entrepreneuriat ainsi que de tes innovations. Et nous allons finir par ton engagement social et une conclusion. Bon, sans toutefois tarder, la première question est la suivante. Fais une présentation rapide de ton parcours. Très bien, Monsieur Thierry. De toute façon, comme tu l'as dit, mon parcours il est très atypique et donc voilà, il commence depuis le Cameroun où je suis né et grandi d'ailleurs jusqu'à l'obtention de mon master 1 à l'université de Thion où je faisais des études de physique de la matière condensée. Donc suite à un partenariat signé entre l'université de Lorraine en France et l'université de Thion au Cameroun qui visait à permettre aux meilleurs étudiants de venir poursuivre leur carrière en France. Je me retrouve donc en France en 2018 pour un Master 2 de matière condensée et nanophysique. Master qui s'est très bien achevé et à l'issue duquel j'ai décroché en financement de thèse. La thèse était principalement basée sur des modélisations mathématiques et des simulations numériques appliquées au contexte de la physique. Donc on voyait aussi de l'intelligence artificielle déjà entre autres. Et voilà, après l'obtention de mon doctorat, j'ai eu la chance d'aller en Allemagne pour poursuivre mes travaux de recherche, notamment à l'université de Kaiserslautern, où j'ai fait un doctorat sur presque 2 années et demie. Et voilà, le doctorat portait principalement sur la physique fondamentale appliquée à de l'IA. Ok. Un court profil. Bon, si je comprends bien, tu as terminé ton doctorat en Allemagne. Ah non, pas du tout. J'ai passé mon doctorat en France. C'est à l'issue de mon doctorat que j'ai eu une possibilité d'aller continuer en tant que chercheur postdoctorant à l'université de Kaiserslautern en Allemagne. Ah, d'accord. C'est un parcours très intéressant. Maintenant, comment est-ce que tu quittes de physicien à data scientist? Tu sais, Monsieur Thierry, le monde aujourd'hui est en plein essor du point de vue de l'intelligence artificielle. On fait face à une révolution intellectuelle. Contrairement à la révolution du 19e siècle qui consistait à remplacer les efforts physiques par les machines, nous entrons dans une révolution où désormais les efforts intellectuels seront remplacés par les machines. Et ça touche principalement le domaine de l'intelligence artificielle. C'est donc pour cela que je me suis beaucoup intéressé à cela, parce que je sais d'ailleurs que c'est l'avenir de demain. Et en autodidacte que je suis, je me suis imprégné de ce contexte-là et aujourd'hui je me sens très épanoui et je suis prêt à apporter mon aide ou encore mon soutien à quelqu'un qui voudrait bien se lancer dans l'intelligence artificielle. Ok. Bon, en partant de là, qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant ta thèse de doctorat? Ce qui m'a le plus marqué durant ma thèse de doctorat, c'est cette capacité d'entreprendre. Tu sais, Monsieur Thierry, même un thésard, avant tout, c'est un entrepreneur. Pourquoi? Parce que lorsque vient le moment de faire une thèse, on se retrouve dans une dimension où on est d'autant plus responsable de ce qu'on fait que ne l'est notre directeur de thèse. À un moment, on se retrouve en train de prendre des décisions, en train de réfléchir à des contextes, en train de voir comment on va manager ou encore collaborer avec des équipes. Tout ça, ça rend le processus d'entrepreneuriat et de management du projet de thèse. Donc, ce qui m'a le plus marqué dans mon projet de thèse, c'était justement cette manière ou cette aptitude que le chercheur a d'avoir à certains égards une vision 360 degrés qui peuvent lui
permettre comme ça de pouvoir se positionner par rapport à un sujet et donc de pouvoir manager le sujet en question et de prendre des décisions stratégiques. Ok. Bon, la question qui suit, puisque tu as parlé d'entrepreneuriat, le parcours du doctorat, comment est-ce que tes recherches aujourd'hui, comment est-ce que tes résultats de recherche ont nourri ton parcours entrepreneurial? Ok, en fait, ce que je veux dire ici, je veux reprendre la question, comment est-ce que le sujet, quelle est la relation qui a lié ton parcours académique à l'entrepreneuriat? Comment est-ce que tu tires parti de ton parcours académique dans l'entrepreneuriat? Oui, pour être honnête avec toi, Monsieur Thierry, je dois dire que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'ai toujours eu à faire en parallèle de mes études ou de mes recherches. Déjà, quand j'étais au Cameroun, j'entreprenais. On avait des initiatives entrepreneuriales qui consistaient par exemple à donner des cours de répétition aux étudiants désireux. Après cela, nous avons monté des plantations, nous avons investi dans des plantations agricoles, notamment dans le contexte de la tomate, dans le cadre de développement des applications d'immobilier par exemple. Et ça, c'était bien avant que je quitte le Cameroun pour venir en France. Donc, c'est pas ma recherche à proprement parler qui m'a guidé vers l'entrepreneuriat. On va dire que j'avais déjà cette graine-là plantée en moi, cette façon de réagir qu'a l'entrepreneur. Maintenant, si je dois faire le parallèle entre l'entrepreneuriat et la recherche, comment est-ce que la recherche m'a servi dans l'entrepreneuriat? Aujourd'hui, je fais de l'entrepreneuriat dans le contexte de l'intelligence artificielle. Et on sait tous que l'intelligence artificielle est une science relativement nouvelle. Donc, il y a beaucoup de recherches qui se font dans le domaine, notamment lorsque vient le moment de développer des modèles d'IA. On parle ici des deep tech. Les deep tech, ce sont des technologies profondes qui consistent comme ça à mettre en place des stratégies qui vont nous permettre de résoudre un problème en se servant de l'intelligence artificielle, plus notamment dans le contexte du digital ou des applications. Voilà. Donc, la recherche m'a servi justement à avoir cette capacité à entreprendre, à faire de la revue de bibliographie, à faire des recherches à proprement parler, parce que entreprendre, c'est aussi beaucoup de recherche, c'est aussi beaucoup de suivi. Comme j'ai tendance à le dire, hein, le chercheur c'est bien, mais l'entrepreneur il est légèrement au-dessus du chercheur. Pourquoi? Parce que le chercheur il se concentre sur une tâche qu'on lui a donnée, bien que sa réflexion soit tout azimut, elle reste quand même cadrée et limitée dans ce contexte-là. Pourtant, l'entrepreneur, en plus de ce contexte de recherche, il y a une dimension managériale qui se rajoute, d'accord? Et l'entrepreneur, il doit avoir une vision de 360 degrés, tout azimut. C'est-à-dire que un entrepreneur, il doit être en train de penser à comment la solution doit se développer. De la même façon, il est en train de penser aux problèmes qu'il faut résoudre. De la même manière, il est en train de penser aux techniques d'acquisition de la clientèle. Bref, c'est tout ce packaging-là auquel l'entrepreneur est confronté chaque jour. Ok. Donc, pour résumer, je dirais que mes travaux de thèse m'ont davantage aiguillé l'esprit et développé ma maturité en termes de recul ou encore de recherche associée cette fois à l'entrepreneuriat. Ok. Quels sont les obstacles que tu as rencontrés en tant que chercheur africain évoluant à l'étranger? Ok, ah oui, maintenant que tu parles même du chercheur africain, bon, déjà, je tiens à rappeler que dans le cadre de la recherche, on avait mis en place une association qui porte justement aujourd'hui le On va y nom arriver sur ces points-là. Voilà, donc T'inquiète pas. Ok, donc du coup, quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées en tant que chercheur? Ouais. Chercheur africain, à proprement parler. Honnêtement, je dois dire que je me suis retrouvé dans une situation un peu atypique, un peu originale, comme tu l'as mentionné. Moi, honnêtement, j'ai toujours été bien traité par ceux avec qui j'ai travaillé. J'ai toujours été bien suivi dans mes travaux de recherche et j'ai toujours fait le maximum pour offrir ce que j'avais. Mais en termes de difficultés, je crois que comme n'importe quel Africain qui arrivera en Europe, l'expérimental, c'est pas toujours évident. D'autant plus qu'on n'est pas toujours été familier à ce type d'environnement. Lorsqu'on arrive en Europe pour faire de l'expérimental, c'est un peu compliqué. Mais là, je ne parle pas dans le cadre du master, je parle dans le cadre de mon master. Parce que lorsqu'on était en master, on avait des cours théoriques et des cours expérimentaux. Du coup, c'était très compliqué pour moi d'assimiler les cours expérimentaux.
Voilà, donc je crois que c'est plus l'aspect expérimental. Il y avait aussi cette dimension qui m'a pas personnellement frappé, hein, mais de ce que j'ai pu constater en discutant avec les gens, il y a aussi la barrière de la langue. Parce que les gens, en général, lorsqu'ils arrivent pour faire une thèse, ils parlent que français. Pourtant, le monde de la recherche, dans le cadre de la recherche, ce n'est pas que le français qu'il faut parler. Pourquoi? Parce que la recherche, elle est large. Et donc, les chercheurs sont censés se voir de temps à autre lors des conférences, lors des partenariats ou des collaborations entre universités et qui ne parlent pas toujours le français. Donc, il est un problème crucial qui s'est ajouté justement au domaine expérimental, c'est également la barrière de la langue anglaise que beaucoup de personnes avaient. Moi, personnellement, j'avais pas ces difficultés, mais j'ai vu beaucoup de personnes en souffrir. Ok. Avant qu'on ne sorte de ce point de ton parcours académique, aujourd'hui, comment tu te sens? Tu te sens plus chercheur ou plus entrepreneur? Très bonne question. Merci, monsieur Thierry. Bon, comme je disais tantôt, tu sais, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est au-dessus de la recherche. Du moins, le type d'entrepreneuriat que je fais. Je ne te parle pas de l'entrepreneur qui se lève un matin pour aller créer une boulangerie. Ça, c'est classique. On n'a pas besoin d'analyse, on n'a pas besoin de recherche pour faire ça. C'est un modèle standard. Tout le monde sait comment ça fonctionne. D'accord? Donc, je te parle du nouveau entrepreneuriat. Je te parle de la deep tech, de la technologie profonde. C'est dans ça que je m'investis aujourd'hui. Et lorsqu'on parle de technologie profonde, on parle de R&D, on parle de recherche et développement. D'accord? Donc, et la recherche et développement, comme son nom l'indique, c'est rechercher et c'est développer. C'est plus dans ce contexte-là que je m'inscris aujourd'hui. Sans compter l'aspect business ou managérial du projet qui rentre en jeu. Donc aujourd'hui, je ne pourrais pas dire que je suis qu'entrepreneur. Je pourrais dire que je suis un entrepreneur deep tech, d'accord? Et dans cette expression d'entrepreneur deep tech se cache systématiquement le chercheur. D'accord. Ok. Bon, tu nous as montré ton parcours, que tu as obtenu un doctorat et ensuite tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, quelque chose qui est vraiment inédit parce que il y a peu de personnes qui, après un doctorat, se lancent dans l'entrepreneuriat et réussissent à s'en sortir comme tu le fais, puisque actuellement, nous allons partir un peu de tes succès dans l'entrepreneuriat actuellement. En faisant des recherches sur toi, j'ai constaté que tu as développé une application ou une plateforme appelée Studorium SA. Peux-tu nous expliquer un peu de quoi il s'agit exactement? D'accord, très bien. Merci pour la question. Mais avant de répondre à cette question, en fait, je voudrais préciser un truc. C'est que je n'ai pas commencé l'entrepreneuriat quand j'ai soutenu mon doctorat. Comme je t'ai dit, de prime abord, j'ai toujours eu cette graine entrepreneuriale-là. C'est la raison pour laquelle, même quand j'étais en doctorat, j'entreprenais déjà. Tu vois, par exemple, la solution Studorium que tu évoques tout à l'heure, c'est un projet sur lequel je travaille depuis la thèse. Ça fait aujourd'hui plus de 5 ans que la solution existe et que je l'ai développée par mes propres soins. Donc, j'ai toujours eu cette graine-là plantée. Et c'est pour cela que même quand j'étais en thèse, je participais à beaucoup de formations en rapport avec l'entrepreneuriat ou la pédagogie. Parce que pour moi, de certaine façon, les deux sont liés. Donc maintenant, pour parler de Studorium, comme tu l'as dit, oui, on a créé une application qui permet de répondre à des problèmes urgents, notamment dans le contexte de l'éducation d'une part et de la reconversion professionnelle d'autre part. Je m'explique. Une étude avait été menée. Nous avions mené une étude en Afrique qui nous a révélé que plus de 95% des établissements scolaires africains manquaient d'outils de digitalisation. Et par conséquent, les données étaient traitées manuellement. Et une conséquence directe de ça, ce sont les pertes massives de données. C'est l'incapacité de retracer le parcours d'un étudiant, donc de l'orienter vers sa véritable voie. C'est le manque de possibilité d'optimiser les cours prescrits par les enseignants.
Parce qu'à chaque fois, les enseignants ne vont pas se concentrer que sur le cours. Dans ce cas de figure, ils vont aussi réfléchir à comment générer les documents manuellement, ce qui prend un temps énorme et des erreurs gravissimes dans le système. Donc, suite à cela, compte tenu du fait que c'était un problème qui avait été observé à l'échelle régionale, notamment dans les 6 pays africains, nous nous sommes dit qu'il serait très intéressant de proposer une solution qui viendrait pallier ce problème qui était urgent. C'est donc de ça qu'est né Studirium. Donc, Studirium, bien plus qu'une plateforme, c'est une intelligence éducative pour l'Afrique qui révèle le potentiel humain et qui guide chaque étudiant ou encore élève vers sa véritable voie académique. Le concept a donc été étendu en Europe, notamment en France, avec un pivotement vers la reconversion professionnelle. Pourquoi la reconversion professionnelle? Parce que de la même façon que des études ont été faites en Afrique, il y a des études que nous avons menées en France qui nous ont révélé que à peu près un Français sur 2 envisage de changer de métier. Ce sont des Français qui sont compétents, qui sont expérimentés, qui veulent changer. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas quel métier, quelles compétences ils veulent changer, mais ils hésitent à se lancer. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas quelles compétences valoriser, vers quel métier s'orienter et surtout combien ça leur coûtera de franchir le cap et d'aller à l'étape supérieure. Et en France, on parle de plus de 30 millions d'actifs. Donc en moyenne, 15 millions d'actifs veulent se reconvertir. C'est donc un problème crucial, c'est donc un problème urgent qui touche à la fois la société et la population. Par conséquent, c'est un gaspillage massif de talent. Ce sont des pertes colossales en termes de milliards d'euros dépensés par les gouvernements et les entreprises. Et ce sont des manques de motivation drastiques pour les employés qui sont dans l'entreprise. Sans compter la chute de la confiance en soi que les employés développent parce qu'ils se retrouvent dans un environnement où ils sont coincés mais ils ne savent pas comment faire. Donc au vu de tout cela, il nous est apparu à l'idée de mettre en place une solution qui est donc le pivot de Studirium, cette fois-ci orientée Europe, qui permet donc de de créer ce que nous appelons des jumeaux numériques de chaque employé et de faire des simulations qui nous permettront en temps réel de savoir si chaque jumeau serait d'une part qualifié pour le poste qui serait mis à disposition et d'autre part s'il pourrait s'intégrer dans l'équipe pour laquelle il a candidaté. Et un autre point positif de notre solution en France, c'est de dire que la solution, en plus de générer ce jumeau numérique-là, identifie donc les compétences cachées, transférables et valorisables. Et il y a aussi ce concept de matching bidirectionnel qui rentre en jeu. Désormais, nous allons réduire le temps de recrutement en permettant aussi aux entreprises de trouver des profils idéaux pour les postes sans que ces profils n'aient forcément candidaté à leur poste, à leur offre. Ok. Que ça soit Studirium ou que ta plateforme de métier, je me rends compte que tu traites une masse de données colossale. Et généralement, cela pas. Lorsque je réfléchis un peu, je vois que ça tire partie de l'intelligence artificielle. Peux-tu nous dire en quoi est-ce que l'intelligence artificielle peut orienter les jeunes, principalement pour un métier ou un autre? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous mettez cela en place? Et aussi, comment tu peux... et aussi, quelle est la particularité de cela pour non seulement les étudiants français,
mais aussi les citoyens africains? Très bonne question. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Studiorium en Afrique ou Studiorium en France sont complémentaires. Parce que généralement, après les études, il y a le moment de trouver l'emploi. D'accord? Donc, les deux solutions comptent être implantées dans chaque pays. Seulement en France, on commence par la solution de reconversion parce que c'est le problème le plus urgent. Au Cameroun, nous avions commencé par la solution de gestion scolaire parce que c'était le problème le plus urgent. Maintenant, comment ça fonctionne concrètement? Déjà, s'il faut regarder l'application en Afrique, ou encore en Afrique notamment au Tchad, au Cameroun et au Sénégal, fonctionne sur un modèle d'intelligence artificielle qui est capable de reconnaître toutes les structures d'établissement, d'identifier chaque individu ou utilisateur, de générer des visuels adaptés pour chacun d'entre eux, et aussi de mettre en place des stratégies d'orientation sur la base de leur savoir-être et de leur savoir-faire. Et c'est en ça que Studiorium est innovant, même en Europe. Studiorium reste hautement innovant. Parce que la plupart des systèmes de gestion scolaire, gestion scolaire, c'est-à-dire le Studiorium qui est en Afrique maintenant, la plupart des systèmes européens se concentrent beaucoup plus sur les compétences scolaires, les notes plus principalement. D'accord? Et donc, où Studiorium agit en plus, c'est déjà dans le fait de centraliser tous les acteurs du système éducatif. Ici en France, par exemple, la plupart des applications se focalisent sur 4 types de profils, à savoir les établissements, les administrations d'établissements, les parents, les élèves. Donc, dans les administrations d'établissements, on retrouve les enseignants. D'accord? 4 profils. Pourtant, Studiorium englobe tous les profils possibles et imaginables, en allant du ministère de l'Éducation jusqu'aux parents ou jusqu'à l'élève, en passant par les rectorats, les académies, les inspecteurs pédagogiques, les conseillers d'orientation et même les médecins scolaires. Donc ça, c'est un point déjà hautement innovant pour Studiorium, que ce soit en France ou en Afrique. Le deuxième point d'innovation, c'est que Studiorium se concentre aussi sur le savoir-être. La plupart des applications en Europe se focalisent sur les données scolaires, la présence, les examens et les moyennes. D'accord? Studiorium va au-delà de ça. Ça évalue le savoir et le soft skills des étudiants en évaluant par exemple son taux de participation en classe, son taux d'écoute de ses camarades, son taux de proactivité, son taux de respect, par exemple, vis-à-vis de ses camarades. Et ça ne fait pas ça que pour l'étudiant, ça fait aussi ça pour les enseignants. Donc, il y a une double évaluation sur Studiorium. Studiorium évalue et les enseignants et ça évalue les étudiants. Et ça existe déjà et c'est factuel, c'est concret, c'est déjà en Afrique. Et ça fonctionne. Notre taux de rétention est de 100%. Tous ceux qui utilisent notre solution, à la base, pensent que c'est une solution comme toutes les solutions. Mais à partir du moment où ils se mettent à tester la solution et qu'ils découvrent toutes les fonctionnalités que cela offre, ils sont tout de suite scotchés et à ce moment, on a le contrôle. La preuve, c'est qu'il y a des établissements qui utilisaient l'application à un certain montant qui ont quasiment doublé le coût d'achat de l'application cette année parce qu'ils ont compris l'importance, ils ont compris l'impact. D'accord? Maintenant, côté France, c'est une boussole professionnelle qui permet de révéler déjà la personnalité professionnelle. D'accord? Et la personnalité professionnelle, comment elle se révèle? Elle se révèle au travers d'une infinité de tests, d'une infinité de tests qu'on te fait passer sur l'appli. Je parle à peu près de 40 tests qu'on te fait passer. Chaque test a pour objectif de révéler une partie de toi. D'accord? Et une fois que tu as passé tous ces tests, on croise ces informations dans une intelligence artificielle qui nous génère ton profil. Ce que nous appelons ton jumeau numérique. D'accord? Grâce à ce jumeau numérique, on est capable de faire des croisements ou des matchings entre ta personnalité, ton jumeau numérique et les métiers disponibles. Plus encore, on va jusqu'à étudier ton pourcentage ou encore ton taux
d'intégration dans l'équipe que tu vas rejoindre. Pourquoi? Parce que plus de 60% de recrutements ratés sont liés au manque d'intégration. Si tu prends quelqu'un qui est intelligent, qui est compétent, tu le mets dans un domaine, à partir du moment où le gars n'est pas épanoui dans ce domaine-là, il ne pourrait pas s'exprimer. Et s'il ne s'exprime pas, c'est une perte colossale. D'accord? Donc ce sont des jumeaux numériques qui permettent d'analyser tout ça, de créer un coefficient ou encore de quantifier ça et puis de donner l'information, de mettre l'information à disposition de qui de droit. Maintenant, pour faire le rapport entre tout ça, ce sont des intelligences, ce sont des modèles d'IA qui sont en train d'être développés, qui se servent des données prescrites d'une part par les étudiants, par les enseignants, et d'autre part par les actifs en reconversion pour générer des rendus qui se rapprocheraient au mieux de la réalité. C'est un grand succès. Déjà, Studiorium en Afrique et le centre des métiers est déjà disponible en France. Bon, j'ai aussi constaté que tu es engagé sur le plan social et aussi dans une certaine mesure, vulgariser la recherche africaine. Et pour cela, tu as créé, actuellement, tu es président de l'APIEE et de l'Association des chercheurs africains. Pourquoi était-ce si important pour toi de créer ces associations? Merci pour la question, Monsieur Thierry. Donc, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire par l'Association des chercheurs africains. Pourquoi l'Association des chercheurs africains? Parce que quand je suis arrivé en France, j'ai observé comment les gens travaillent. Il y a plusieurs connexions qui naissent entre différents domaines. Tu verras un géographe travailler avec un artiste. Tu verras un physicien travailler avec quelqu'un qui fait de la géothermie. C'est la mise ensemble de ces compétences-là qui génèrent des compétences connexes. Et ce sont ces compétences connexes qui sont à l'origine de plusieurs inventions ou de créations de nos jours. La plupart des prix Nobel sont liés d'ailleurs aux inventions connexes. Quelqu'un qui fait de la physique du son, qui travaillerait par exemple avec un médecin qui maîtrise très bien le son, pourrait confronter ses idées et puis faire émerger quelque chose qu'il n'aurait jamais su faire émerger s'il restait seul dans ce contexte de travail-là. Donc en voyant tout ça, je me suis retourné vers l'Afrique. Et là, je me dis, pourquoi les Africains ne feraient pas pareil? Une petite analyse me fait comprendre qu'on manque de moyens. Mais moi, je crois que c'est pas un problème de moyens, c'est plus une question de culture et de sensibilisation. Je t'expliquerai pourquoi je le pense plus tard, quand viendra le moment de parler encore de l'entrepreneuriat. Donc, face à cela, je me retrouve à la rencontre des jeunes chercheurs africains. C'était en décembre 2018. C'est une association qui invitait les jeunes chercheurs africains à venir pitcher sur leur projet. Quand j'arrive là, je me lie d'amitié aux gens qui sont présents ce jour-là et avec qui j'ai d'ailleurs gardé de très bons contacts jusqu'à aujourd'hui. On se dit, on va créer un groupe WhatsApp pour ne pas perdre des liens, pour rester toujours ensemble. Seulement, ce groupe, il a été créé et resté inutile pendant plus d'1 an. Et un jour, je me réveille, je me dis, ouais, et si on transformait ce groupe en association? C'est de là qu'est parti Chercheurs Africains. On a émis l'idée, certaines personnes étaient d'accord, d'autres personnes n'ont pas été d'accord. On s'est tous retirés ensemble. Ceux qui étaient d'accord, on s'est retirés ensemble. On a créé le groupe WhatsApp de l'association. Et puis le même jour, on a recherché tous les contacts de la journée des jeunes chercheurs africains. Ce même jour, on a eu plus de 300 personnes qui ont intégré le groupe. Ces gens ne savaient même pas de quoi le groupe traitait. Juste parce qu'ils avaient entendu Association des chercheurs africains, ils ont tous intégré le groupe. Et là, ça nous a permis de comprendre que le besoin était là. D'accord? Le besoin était là. Et donc, l'association, c'est comme ça que l'association est née. Et l'objectif de l'association, c'est de permettre aux Africains de réfléchir
sur les problèmes africains dans le contexte de l'Afrique. C'est de créer des synergies de collaboration interdomaines entre les chercheurs. C'est de créer des collaborations interuniversitaires et internationaux entre les chercheurs africains. Et lorsqu'on parle d'associations de chercheurs africains, ce n'est pas que les chercheurs qui vivent sur le territoire. Ce sont les chercheurs d'origine historique ou géographiquement africains. Là, je te parle aussi des Américains qui ont migré de l'Afrique vers les États-Unis. Je te parle des îles, tu sais, des îles où les Africains se sont installés après avoir quitté l'Afrique. Donc, c'est toute cette large communauté-là. Aujourd'hui, il y a certains d'entre nous qui ont pu décrocher des postes à l'université grâce à l'association. Nous en sommes fiers. On a eu à organiser quelques conférences internationales, où les gens étaient présents et à la fin, on a délivré des certificats. Ça discute, les gens sont contents d'être dans le groupe et ça fonctionne comme ça peut fonctionner jusqu'à présent. Voilà, donc la vision derrière chercheurs africains, pour conclure sur ce point, c'était justement de créer un environnement où les chercheurs se sentiraient proches les uns des autres et où ils pourraient échanger sur leurs compétences, challenger leurs compétences du point de vue interdisciplinaire afin de ressortir des résultats nouveaux qui pourraient valoriser le continent. Okay. Bon, tu as parlé de l'association chercheurs africains. Bon, nous allons continuer vers la conclusion puisque nous tendons déjà à la fin de l'émission. Je pense que nous allons faire une prochaine vidéo pour parler exactement et rien que de l'entrepreneuriat parce que je pense que en t'écoutant et en écoutant tous les projets que tu as développés derrière l'intelligence artificielle, l'utilisation même de l'intelligence artificielle pour améliorer l'éducation, le choix du métier pour certains, pour des personnes. Je pense que cela mérite une autre vidéo où nous allons parler spécifiquement de ces apports, de l'apport de l'intelligence artificielle sur ce plan-là. Bon, nous allons passer à la conclusion. En fait, pour la conclusion, c'est pas quelque chose de très compliqué, parce que aujourd'hui, en tant que chercheur et entrepreneur, quel conseil tu peux donner à un jeune? Parce que bon, de toute façon, attends, je m'explique avant que tu répondes. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont plusieurs facultés, qui peuvent en même temps faire l'entrepreneuriat comme toi et faire de la recherche, et d'autres ne peuvent pas. D'autres peuvent soit se concentrer sur la recherche et peut-être sur l'entrepreneuriat uniquement. Si un enfant vient aujourd'hui, un jeune chercheur ou bien un jeune veut se lancer et il a un choix à faire entre la recherche et l'entrepreneuriat, quel conseil, toi qui as testé ces deux branches-là, quel conseil tu lui donnes? Très bien. Bon, justement, tu l'as voir comme une conclusion, mais si tu me permets, je voudrais évoquer un point avant de venir sur ce conseil-là. Parce que c'est un point qui est directement lié, qui est généralement lié à l'échec de l'entrepreneuriat en Afrique. D'accord? Déjà, pourquoi les projets entrepreneuriaux en Afrique échouent généralement? Pour la simple et bonne raison que la plupart des modèles entrepreneuriaux sont calqués sur les modèles occidentaux. Mais ça, c'est normal, ça se comprend. Le Cameroun a été colonisé par la France. Et donc, tout ce qui, du point de vue juridique, existe au Cameroun, existe aussi en France, et réciproquement, grosso modo. C'est-à-dire que lorsque on pense à l'entrepreneuriat dans un contexte africain, on ne met pas les dispositions ou encore le parcours de l'entrepreneur ne suit pas. En France, par exemple, quand tu as une idée de projet, il y a des organismes qui sont prêts à t'accompagner. À un moment donné, d'autres organismes prennent la relève. Et après, tu trouves des personnes qui vont financer ton idée et donc te permettre de concrétiser ton projet. D'accord? Pourtant, dans le contexte africain, on a une idée, on n'a pas de suivi.
il n'y a pas d'organisme qui va nous prendre, il n'y a pas de structure qui va nous accompagner, il n'y a pas d'investisseur qui vient tout de suite. D'accord? Et ça, c'est un problème pour les jeunes. Parce que face à cette situation, beaucoup d'entrepreneurs africains se disent « Ok, j'ai mon idée, je ne vais pas la partager du tout à qui que ce soit parce que je sais que comme je n'ai pas de moyens pour concrétiser cette idée, si je la dis à quelqu'un, cette personne pourrait la concrétiser dans la mesure où elle aurait des moyens. » Seulement, penser comme ça, ce n'est pas du tout penser à un entrepreneur. Parce que pour un entrepreneur, le plus important, c'est de résoudre le problème qu'il a identifié. Moi, j'ai identifié un problème urgent lié à la digitalisation des établissements scolaires. Mon objectif, ce qui me permettait de me lever chaque matin et de coder sur ce projet pendant plus de 5 ans, c'était cette volonté que moi j'avais de permettre ou bien de participer dans ce processus éducatif en offrant à chaque établissement désireux cette possibilité de se digitaliser. D'accord? C'était pas l'argent. Et si je pense comme ça, je suis libre de parler mon projet à qui je veux. Je peux parler sans retenue. D'accord? Mais là n'est pas le problème et ce n'est pas tout. Parce qu'en entrepreneuriat, il y a 2 façons d'atteindre ces objectifs. Dans un premier temps, tu peux te dire, ok, j'ai mon idée, j'ai mes finances, donc je me lance et je concrétise tout. Parce que en général, les finances dont on a besoin pour mettre en place un projet ne servent à rien d'autre que d'acheter ce qu'on n'a pas. Dans ton projet, si tu as un informaticien, tu ne vas pas aller payer les services d'un autre informaticien. Dans ton projet, si tu as un local, tu ne vas pas aller louer un autre local. Dans ton projet, si tu as un designer, tu ne vas pas acheter tu vas pas aller payer un autre designer pour qu'il vienne te faire un design, quoi. Seulement, en raisonnant comme ça, tu te dis, ok, j'ai pas de moyens, mais il est tout à fait possible que je concrétise mon idée. À ce moment, il y a une perte. La perte réside dans la distribution de ton capital. Parce que si aujourd'hui, je veux mettre en place un projet, je me dis, ok, je voudrais créer une application comme StudyRia. Je suis développeur, mais j'ai pas de local, j'ai pas de designer, j'ai pas de community manager, j'ai pas d'argent, mais je veux que la solution existe. 2 possibilités, soit j'abandonne complètement mon idée, je dis à personne, et puis ça meurt systématiquement parce que j'aurai pas d'argent, soit je prends l'initiative d'aller chercher les compétences. Je vais voir quelqu'un qui est designer, je lui dis, écoute, j'ai un projet magnifique, je voudrais qu'on monte ensemble. Voici comment tu peux agir. Est-ce que tu es prêt à faire chemin avec moi? Évidemment, le gars va te dire oui. Le seul prix à payer à ce moment, c'est de dire que l'argent final ne t'appartiendra plus. Ça sera votre argent, ça ne sera pas ton argent. Et puis vous faites pareil, vous allez vers l'informaticien, vous allez vers quelqu'un qui a son local. Est-ce que tu es prêt à nous donner ton local pour qu'on puisse vendre notre solution? En contrepartie, tu auras telle part. Cette personne va accepter. Et sur cette base, tu vas te retrouver dans un environnement où tu auras concrétisé ton projet de la meilleure des façons et tu auras quelque chose qui sera viable et qui sera fonctionnel. Ouais. Seulement, à la fin de la journée, tu n'auras pas 100%. Parce que ton objectif n'aura pas forcément été d'avoir 100%. D'autant plus que vaut mieux avoir 2% de quelque chose qui existe que d'avoir 100% de quelque chose qui meurt. Donc, le premier conseil que je donnerais à l'entrepreneur, c'est d'arrêter de penser personnel. Tu dois penser collectif. Ce qui te motive chaque jour, c'est un problème que tu as identifié et non l'argent que tu te feras derrière ce problème. Tu as identifié un projet, tu réfléchis à tous les voies et moyens pour concrétiser ce projet-là. À partir du moment où ce projet a été réalisé, ton objectif a été atteint et là, tu peux rester tranquille parce que tu auras généré une valeur symbolique et les valeurs symboliques, ça reste à vie. Donc maintenant, pour revenir à ta question de choisir entre l'entrepreneur et la recherche, je dois te dire que honnêtement, c'est une question très difficile. Pourquoi? Parce que c'est un point qui relève de plusieurs paramètres. Le conseil que je donnerais d'abord dans un premier temps à quiconque se poserait ce type de questions serait de faire une analyse de sa personnalité. Parce que la personnalité est très importante quand tu dois porter un projet entrepreneurial. Si tu es du genre à protéger les valeurs, si tu te rends compte que tu es plus du genre à protéger qu'à créer,
mon frère, va faire la recherche. Va faire la recherche parce qu'en tant que thésard, tu auras ton directeur de thèse qui va te dire faire ça, fais ça, fais ça. À un moment, c'est vrai, tu vas prendre tes initiatives, mais la plupart du temps, il va te dire, ah, t'as fait ça, c'est pas bien, t'as fait ça, c'était pas bien, refais ça. Donc, tu auras quand même des directives. En entrepreneuriat, tu es abandonné à toi-même. Tu dois tout penser par toi-même. Tu dois tout concevoir par toi-même. Tu dois tout concrétiser par toi-même. Donc, un moral d'enfer, un moral de lion. Et l'entrepreneuriat, c'est toujours 95% d'échecs. Donc, on ne fait pas l'entrepreneuriat pour gagner. On fait l'entrepreneuriat pour échouer, 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 échouer et gagner un jour. On ne se lance pas tout de suite pour remporter quelque chose. Non. Quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, dis-toi que c'est l'échec. Parce que même les entreprises qui existent déjà, comme Chanel par exemple, à chaque fois qu'on met un produit sur le marché, les probabilités d'échec sont énormes par rapport aux probabilités de réussite. Et ça, pour ça, on n'a pas besoin d'avoir un certain niveau en termes d'entreprise. C'est comme ça que l'entrepreneuriat est. Donc, l'entrepreneuriat, c'est le cardio. L'entrepreneuriat, c'est la résilience. Tu veux entreprendre, tu dois être résilient. Tu veux entreprendre, tu dois savoir encaisser les coups durs. Parce que c'est que ça l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, tu es content, demain, tu es fou. Aujourd'hui, tu as un moral comme ça. Demain, tu as un moral comme ça. Après-demain, tu as un moral comme ça. Le jour d'après, tu as un moral comme ça. Genre, zigzag. Tu vois? Et l'entrepreneuriat est beaucoup plus profond pour moi que la recherche. Beaucoup plus profond que la recherche. Donc, pour résumer, si quelqu'un me pose la question, je lui dis, écoute, fais une introspection de ta personne. Essaie de vérifier si tu es prêt à être résistant, à encaisser les coups durs, à être résilient et à faire beaucoup de sacrifices. Parce qu'entreprendre, c'est sacrifier. Ok, ça c'est une très belle conclusion. Bon, la toute dernière question, c'est quelle est ta vision de l'Afrique dans 10 ans en ce qui concerne la science, l'entrepreneuriat et l'intelligence artificielle ainsi que la culture? En fait, un bref aperçu de tout ce que nous avons vu en quelques mots tout simplement. Dans 10 ans, moi je pense que l'Afrique sera un hub technologique à tous les égards. Pas forcément parce que les Africains auront œuvré à ce que seul soit, non. Parce que la nature leur est contrainte. Je peux m'expliquer si tu veux. Ouais, vas-y, tu as encore quelques secondes là. Ok, la nature sera La nature va contraindre l'Afrique à s'épanouir. Pourquoi? Quand tu observes l'évolution de l'intelligence artificielle, tu constates que plusieurs métiers vont mourir. Plusieurs métiers vont tomber. Parce qu'on rentre dans une ère de révolution intellectuelle où l'intelligence artificielle réalise déjà des tâches intellectuelles. Par exemple, les métiers comme celui du comptable sont en train de partir. Les métiers comme celui de poète sont en train de partir. Les littéraires sont en train de partir. Parce que l'intelligence artificielle a déjà cette capacité de résoudre ces problèmes mieux que les humains. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Dans les 10 prochaines années, je vois des personnes licenciées qui vont chercher à s'adapter. Lorsque tu es licencié, tu as des compétences, ta compétence ne finit pas. Et tu vas chercher à te stabiliser. Cette stabilité, si tu ne peux pas l'avoir dans un pays parce que le pays est trop développé pour toi, tu dois soit te reconvertir de manière à t'adapter au rythme du pays, soit t'exoder, soit partir vers les marchés où tu auras la possibilité de t'exercer, où tu auras la possibilité de faire valoir ces compétences et ces savoirs que tu as. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, dans 10 ans, ça, cette envie de stabilité, cette recherche de stabilité, cette recherche de réadaptation au nouveau monde va contraindre les populations à migrer soit vers des campagnes, soit vers d'autres continents tels que l'Afrique. Et ça se voit déjà avec des entrepreneurs européens qui investissent de plus en plus en Afrique. Merci pour cette bonne conclusion. Bon, nous sommes parvenus à la fin de notre entretien. Je tiens à remercier Claude Dimo pour
le temps qu'il nous a accordé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, vous abonner et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Claude, si tu as un dernier mot de fin, tu peux le dire en quelques lignes simplement pour que avant que je ne clôture la vidéo, avant que je ne ferme la vidéo. D'accord, merci. Pour ce qui est de l'entrepreneuriat, une idée, tout le monde l'a. Donc n'hésitez pas à parler de vos idées avec les gens de votre environnement. Parce que le fait de discuter de vos idées ne peut que vous enrichir et consolider davantage votre perception de votre projet. Et pour ce qui est de la recherche, soyez plus ouverts, soyez coopératifs, soyez collaboratifs et donnez-vous à fond dans tout ce que vous faites. Je vous remercie. Merci Claude, on se voit dans une prochaine vidéo. Merci. Il faut vraiment programmer notre vidéo parce que j'ai tellement à dire sur l'entrepreneuriat.